Parti, ok. Donc, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Merci d'avoir désactivé les micros. Je ne vous entends pas, mais je vois les messages. Nous sommes 46. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, nous avons, en tant que participants, nous avons donc bien sûr les adhérents à PACOM, mais nous avons également de nombreux étudiants et étudiantes. À la PACOM, on n'a pas forcément l'occasion de proposer des événements pour les étudiants et je suis ravie qu'on ait pu inviter des étudiants. Bienvenue à vous et puis aux adhérents à PACOM aussi, bien sûr. Donc aujourd'hui, on vous propose un sujet sur la transformation de la communication. L'avenir de la communication en fait au regard alors moi j'appelle ça les urgences écologiques, on pourrait appeler ça la transition écologique, mais la terminologie est importante et moi je préfère parler d'urgence écologique. Nous accueillons donc aujourd'hui Thierry Libard, qui est professeur d'université, membre du Comité économique et social européen, qui est expert en communication des organisations, qui est co-auteur du rapport Publicité et transition écologique dont il nous parlera. Il est l'auteur d'autres ouvrages, il fait plein d'autres choses, mais la liste serait longue. Nous avons également Valérie Martin, qui est chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME. Et enfin, Mathieu Janik, qui est chercheur, expert en communication responsable. Pouvez-vous, est-ce que je crois que j'ai entendu un petit bruit, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît désactiver vos micros? Je vous remercie. Et ils sont tous les trois co-auteurs du guide de la communication responsable que Valérie et Mathieu vont nous présenter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a malheureusement qu'une petite heure pour aborder toutes ces questions. On pourrait en parler des journées entières, toute la nuit. Donc, on va quand même essayer d'aller à l'essentiel, mais bien sûr, si vous voulez continuer la conversation, on peut déjà, n'hésitez pas à revenir vers moi, on peut en parler. Et puis, on fera certainement d'autres temps d'échange, alors peut-être pas dans le courant de l'année, mais plutôt en 2021 sur ce sujet. Avant de démarrer, quelques règles pour les nouvelles personnes qui arrivent. Donc, bien vérifier que vos micros sont coupés. Normalement, c'est fait, je crois, par défaut. Deuxième chose, évitez d'activer vos caméras afin qu'on réduise un petit peu la pollution numérique de cette visioconférence. Et pour les questions, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nathalie Baumann et Sophie Lotte vont pouvoir les récolter et vont pouvoir les partager au fil de la conversation et selon le temps qu'il nous reste. Et puis, je me présente quand même aussi. Donc, je suis Céline Réveillac. Je suis pilote de la commission Comavenir de la PACOM. Et je suis chargée de communication indépendante et je suis également salariée au sein d'une association. Et j'ai une lubie pour le greenwashing et la com responsable. Et c'est pour ça que je suis ravie aujourd'hui d'accueillir et de pouvoir vous partager toutes ces grandes questions. Donc, nous allons démarrer avec Thierry. Tu étais membre du jury des trophées de la communication du Sud-Ouest en 2014. On t'avait invité. C'était il y a déjà 6 ans. Et à cette époque, il me semblait que le sujet de la communication environnementale, le sujet de la com du développement durable avait assez peu de poids dans ces trophées. Et on voit que ça change déjà, rien qu'avec même via ces trophées. L'an dernier, les trophées s'organisaient chaque année dans le Sud-Ouest. Et l'an dernier, les valeurs qui étaient portées par les trophées étaient
authenticité, responsabilité, originalité et partage. On retrouve là la responsabilité. Est-ce que tu pourrais nous confirmer qu'on a parcouru du chemin depuis 2014? Est-ce que tu pourrais nous décrire la nouvelle direction que prend la communication, s'il y a bien une nouvelle direction qui est en train d'être prise, et nous dire comment ça se fait qu'on parle plus de ces sujets-là, et notamment de la com responsable? Tu as en gros 10 minutes, en sachant qu'on va aborder, si on a le temps, une ou deux autres questions. D'accord. Sur l'évolution de la communication, elle prend plusieurs directions. C'est ça qui est toujours intéressant. Alors, il faut distinguer la communication un peu globale de la communication responsable. Le lien entre les deux, c'est que la communication globale, elle impacte aussi la manière dont se passe la communication responsable. Juste deux, trois exemples. Le premier, c'est le déclin de la confiance, qui fait que la parole des organisations, elle est de plus en plus contestée, ce qui nous oblige toujours, nous, communicants, à toujours avoir des communications de proximité, des communications par la preuve. C'est un domaine de plus en plus régulé, de plus en plus normé, et c'est un sujet de plus en plus professionnalisé, de plus en plus évalué, et la place justement des questions de responsabilité à l'intérieur même de la réputation apparaît de plus en plus importante. Et selon une des dernières études, les problématiques de responsabilité, ça ferait près de 50% de l'ensemble d'une réputation d'une organisation. Donc on voit que la place de la responsabilité globale, elle a fortement augmenté. Le point, si on se focalise sur le sujet communication responsable, ce qui a le plus évolué, c'est que maintenant, quand on parle de communication responsable, ce n'est plus du tout comme on pouvait le faire il y a encore une dizaine d'années, la communication sur le thème de la responsabilité, c'est-à-dire un plus ou moins bon encadrement des messages de responsabilité de l'entreprise. Ce qui est en question, c'est vraiment la responsabilité de la fonction communication face aux grands enjeux de la transition écologique. Et là, c'est vraiment le point le plus important, parce que ce n'est pas une question de message seulement, c'est une question de travail sur les supports de communication, un travail dans la relation avec les fournisseurs, sur les processus d'écoute et de concertation. Enfin, on est sur une problématique qui est beaucoup plus large et qui met le sens de la fonction communication au centre des enjeux actuels. D'accord, oui. Tu as élaboré le rapport publicité et transition écologique pour le ministère de la Transition écologique. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport, pourquoi il arrive maintenant, et quel est l'objectif de ce rapport? Et si tu peux nous donner des exemples également de préconisations pour que ce soit, super concret. Pourquoi ce rapport? En fait, ce qui est intéressant, c'est que le rapport a été demandé suite à un rapport précédent que j'avais fait, que j'avais remis en janvier 2019 sur la lutte contre l'obsolescence programmée et la durabilité des produits. En fait, le lien, c'est, pour être, comme tu dis, très, très concret, quand, par exemple, je rencontrais des fabricants de smartphones et que je leur disais que ce serait bien de faire des smartphones qui durent 4-5 ans, ils répondaient: mais pourquoi voulez-vous qu'on fasse des smartphones qui durent 5 ans à partir du moment où vous les gardez en état d'utilisation 18 mois dans le meilleur des cas, et en général beaucoup moins dans les grandes agglomérations pour les plus jeunes. Donc on voit que dans la problématique obsolescence programmée, il n'y a pas seulement les questions techniques, il y a aussi ce qu'on appelle l'obsolescence culturelle, l'obsolescence psychologique, c'est-à-dire cette pression incessante au turnover des produits. C'est tout le lien avec les problématiques de consommation, voire d'hyperconsommation. Et c'est comme ça que la relation a été faite. Et on a vu que depuis que la demande avait été faite en septembre 2019, le sujet a totalement explosé. Et je vois là sur la slide tous les rapports qui ont été publiés, généralement depuis le mois de juin. Alors, parmi les préconisations, il y a une vingtaine de préconisations dans le rapport. Il y a tout d'abord une demande que les publicitaires se préoccupent des enjeux carbone, des problématiques de réchauffement climatique. Je suis toujours un peu étonné que les publicitaires soient une des seules fonctions qui ne s'est jamais réellement engagée pour le respect des accords de Paris, par exemple.
Donc, il y a l'idée de travailler sur une neutralité carbone appliquée à la fonction communication. Il y a un travail sur les représentations à faire. Moi, je pense que le travail qui a plus ou moins été bien fait, il y a encore du travail à faire, mais il a été commencé sur, par exemple, le genre dans la publicité, la représentation de la femme. Ce travail-là, il devrait être fait aussi sur la représentation des enjeux du climat, parce qu'il y a ce gros travail sur l'imaginaire qui doit être fait. Je préconise dans le rapport le fait de mettre en place une sorte de fonds de compensation pour une publicité plus responsable, parce que si on met par exemple juste 1% des dépenses de communication pour favoriser une communication plus responsable, sachant que les dépenses de publicité stricto sensu, c'est-à-dire dans la définition juste des achats d'espace, c'est 15 milliards, ben, ça nous fait 150 millions pour promouvoir des publicités plus responsables. Donc il y a comme ça tout un ensemble de dispositifs, des préconisations aussi pour une meilleure gouvernance de la publicité responsable. On va voir, parce que par rapport à ça, il y a aussi les préconisations de la Convention citoyenne, plus celles de différents rapports. Donc voilà, on est en pleine ébullition sur ce sujet-là. On va voir comment ça se passe, mais je suis un peu confiant. Oui. Et alors, dans tout ce qui se passe en ce moment, il y a également les états généraux de la publicité qui se préparent, auxquels la PACOM participe via la filière communication. Est-ce que tu peux nous parler de ces états généraux? Quel est le lien avec ce rapport qui a été commandé par le gouvernement? Quelle est l'articulation finalement entre tout ça et quels sont là aussi pour les états généraux de la publicité, quels sont les objectifs et qu'est-ce que ces travaux pourraient changer pour les communicants? Alors, et tout ça, moi, Ça fait beaucoup de choses, hein. donc on va faire ça rapidement. En fait, le problème peut-être, c'est qu'il y a beaucoup de démarches qui ne sont pas connectées entre elles. Je Oui, pense que dans tout ce que tu as dit, peut-être il faut rajouter la proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale sous le pilotage du député Mathieu Orphelin, qui arrive mercredi en mercredi. discussion à la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale et qui devrait passer en session plénière le 8 octobre. Donc, tu vois, il y a vraiment un amoncellement de projets un peu épars, pas toujours très bien connectés. Je crois que les États généraux, c'est aussi une réponse à cette montée en contestation, notamment avec les préconisations qui sont assez radicales de la Convention citoyenne sur le climat, parce que là, on est vraiment sur des propositions d'interdiction de la publicité lorsque ça concerne les énergies fossiles, rajouter une mention sur certains types de publicité, en avez-vous vraiment besoin? Donc des choses qui sont assez lourdes. Donc les états généraux peuvent être vus aussi comme un moyen pour la profession de prendre un peu les devants, pour dire ne nous mettez pas trop de contraintes, parce que nous sommes en train d'engager une démarche justement pour essayer d'aller de l'avant et de modifier le dispositif actuel. Donc ça a démarré le 18 septembre. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le 18 septembre matin, on avait une réunion sur la table ronde publicité de la Convention citoyenne et l'après-midi, les États généraux sur l'axe transition écologique. Donc ça démarre juste. L'équipe est en train de se constituer. Il y a 3 sous-groupes qui sont mis en place. Un sous-groupe sur publicité et consommation. Là, la limite, c'est comment communiquer face aux problématiques d'incitation à l'hyperconsommation. Un deuxième axe sur le sujet, le rôle de la communication dans l'évolution de nos sociétés, un thème, donc, comme tu vois, très, très général. Et un troisième pour une meilleure gouvernance de la publicité en France. Donc voilà, là, les travaux démarrent. On est plutôt sur une trajectoire pour les États généraux d'aboutir en janvier prochain. On va voir comment ça se passe. Tous les acteurs sont en train de s'observer, de voir un peu comment ça se passe ailleurs. Pour avoir participé à la première réunion des États généraux, j'ai trouvé que c'était assez constructif et qu'on avait vraiment un discours sans langue de bois et une volonté vraiment d'aller de l'avant et de commencer à réfléchir sur comment de l'intérieur on pouvait faire évoluer le système. Ces états généraux de la publicité, les personnes qui participent, ce ne sont que des professionnels de la communication ou est-ce que c'est ouvert à d'autres parties prenantes? Non, là pour le coup, les États généraux, c'est la profession publicitaire qui se montre de bataille.
ce qui n'interdira pas dès les séances 2 et 3, c'est-à-dire les 2 et 3e prochaines, d'avoir des rencontres de concertation avec d'autres partenaires, notamment des ONG, mais les équipes en elles-mêmes, ce sont des professionnels, essentiellement des annonceurs, des médias et puis des publicitaires. Alors que les travaux de la Convention citoyenne sur le climat sont plus ouverts, la difficulté, c'est que les ONG environnementales trouvent que les débats sont un peu pipés et ont décidé de boycotter, en tout cas de boycotter la première table ronde de la Convention citoyenne sur la publicité. D'accord. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en fait, toutes ces initiatives, elles ne sont pas forcément connectées, elles sont plutôt chacune, on a des initiatives un petit peu partout, c'est très florissant, mais on n'a pas forcément de lien finalement entre toutes ces initiatives. Non, non, non. Alors, comme il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans les différentes commissions, Oui. on arrive à se parler. On pourrait en citer d'autres. Hein. Il y a l'association Entreprises pour l'environnement qui conduit un travail que je trouve plutôt intéressant. Il y a l'Union des marques qui travaille plutôt très bien avec notamment l'agence Havas sur les représentations publicitaires. Par exemple, pourquoi c'est toujours un homme la quarantaine seul dans une bagnole pour vendre un véhicule automobile, pourquoi c'est toujours un pavillon de banlieue avec 2 voitures pour vendre un crédit à la conso. Donc voilà, il faut aussi ce travail sur ces représentations. Donc il y a aussi plusieurs associations qui travaillent sur des sujets un peu précis, ce qui permet peut-être d'aller plus en profondeur. On verra par la suite. D'accord. Bon, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour la conclusion, pour voir, on a vu le passé, pour voir le futur. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. On va y aller tout de suite pour la présentation de Mathieu et Valérie. Et puis, n'hésitez pas, donc, je vous rappelle à poser des questions sur le chat. On pourra Nathalie Baumann et Sophie Lotte pourront nous les poser. Valérie, est-ce que tu pourrais nous présenter qui tu es et surtout qui est l'ADEME, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas l'ADEME, et préciser quelles sont les actions menées par l'ADEME en lien avec la communication. Le micro. Voilà, bonjour à tous. Donc Valérie Martin, je suis chef du service mobilisation citoyenne et médias. Et à ce titre, dans mes fonctions, je mène des travaux sur la communication responsable, mais je vais y revenir. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. Elle est née en 1992. Elle a pour objectif d'accompagner, d'accélérer le passage, en gros, de notre société vers un modèle qui soit plus sobre, plus solidaire. Vous savez, le fameux changement de paradigme. Ce fameux changement de paradigme qui est à la fois créateur d'emplois, respectueux de l'environnement, mais aussi du vivant. Elle s'occupe de tout un tas de sujets qui vont de la décarbonation de l'industrie à l'adaptation au changement climatique, en passant par la rénovation des bâtiments, l'économie circulaire, la mobilité, les énergies renouvelables. Donc, bref, on a un champ d'action qui est extrêmement large et qui montre aussi comment tout ça va participer à une transformation majeure qui engage véritablement l'ensemble de la société. Alors, c'est vrai qu'en matière de communication responsable, on travaille sur le sujet depuis longtemps. Comme le dit Thierry, par le biais de... Pourquoi ? Parce que quand on s'intéresse à la communication, on s'intéresse à la façon dont la communication va façonner nos modes de consommation, nos références et nos représentations sociales. Donc ça, c'est important. Et donc, ça va interroger aussi la façon dont cela va pouvoir orienter cette fameuse transition écologique que l'on appelle de nos voeux et comment cela va pouvoir contribuer à freiner la surconsommation et donc à réorienter nos choix vers des achats qui sont plus durables et vers la construction également d'imaginaires qui vont être des imaginaires collectifs beaucoup plus soutenables que celui qu'on nous propose à l'heure actuelle, puisque en gros, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est de nous dire la consommation, c'est le bonheur. D'accord ?
Et donc, rien ne peut se passer en dehors de l'acte de consommation. Sur la partie communication responsable stricto sensu, donc on agit depuis longtemps. J'avais publié et coordonné en 2007, ça ne nous rajeunit pas, le guide de l'éco-communication. Et quelques années plus tard, on avait complété par un site qui était dédié, le site de l'éco-communication. On a fait évoluer ce site qui est devenu depuis janvier le site de la communication responsable. On travaille également beaucoup sur tout ce qui est lié aux aspects événementiels. Nous avons notamment publié, je crois que c'était dans les années 2010, le référentiel ADER d'autodiagnostic pour justement évaluer les aspects environnementaux d'une manifestation. Nous sommes en train de le remettre à jour. J'ose espérer qu'à la fin de l'année, nous aurons réussi. Et puis, on travaille aussi en étroite relation avec pas mal de professionnels du secteur et on est notamment en charge depuis la transformation du BVP en ARPP, donc BVP, le Bureau de la vérification publicitaire, qui, au moment du Grenelle, est devenu l'ARPP dans le format qu'on lui connaît, à la réalisation du bilan environnement de la publicité. Et ce bilan que l'on fait notamment avec Mathieu, il aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, l'idée c'est de pouvoir analyser le recours à l'argument environnemental dans la publicité, d'accord, et de pouvoir suivre ça au fur et à mesure. On le faisait au début tous les ans, puis maintenant c'est tous les 2 ans. On a sorti tout début septembre notre nouveau bilan. Et force est de constater que le bilan n'est pas si encourageant que ça, puisque, en gros, pour la première fois depuis 10 ans, on a mis en lumière une augmentation très nette, plus 7 points, du taux de non-conformité des publicités par rapport à la recommandation développement durable édictée par l'ARPP, recommandation de 2019, pas la nouvelle qui vient de sortir en août 2020. Et ça, on le constate sur tous les supports, avec notamment sur YouTube ou sur des publi-reportages, un taux de non-conformité très largement supérieur aux autres supports, ce qui est particulièrement intéressant parce que ce soit YouTube pour lequel on a de plus en plus souvent, auquel on a recours de plus en plus souvent parce que le format vidéo est très agréable, ou bien au publi-reportage parce qu'il y a un côté très pédagogique, eh bien, on voit qu'il y a de plus en plus de manquements par rapport à la recommandation. Voilà. Et puis enfin, avec Mathieu, avec Thierry, on a décidé, il y a fort longtemps maintenant, un peu plus, près de 3 ans, de se relancer et de retravailler sur un guide de la communication responsable. C'est l'objet d'aujourd'hui. Donc, j'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus longuement. Mais en tout cas, pour nous, c'était un guide indispensable pour justement traduire aussi toutes les évolutions auxquelles on assiste dans le domaine de la communication. Merci beaucoup, Mathieu. Je te laisse aussi te présenter ce que tu fais parce que je t'ai présenté comme chercheur, expert en communication responsable. Tu cherches quoi en fait? Je cherche à comprendre comment fonctionne l'autorégulation sur les sujets de l'écologie, du développement durable, du climat. Donc, comment les règles déontologiques sont respectées ou pas, quels sont les argumentaires déployés par les marques pour se dédouaner de certaines accusations de greenwashing. Et en pratique, je vais tester le dispositif de manière très opérationnelle en déposant des plaintes auprès du jury de déontologie publicitaire sur des publicités que j'estime non conformes. Et comme ça me permet d'être en direct face aux marques, à leur argumentaire, et puis le jury tranche la plupart du temps en ma faveur quand même. Donc c'est plutôt le signe que
qu'il y a pas mal de travail encore à faire. Et c'est vrai que j'interviens auprès de l'ADEME, notamment depuis 2015, là, sur ce bilan publicité-environnement. Et la dernière édition, comme le disait Valérie, démontre que on a de plus en plus, on a des marques qui s'expriment, qui font des choses, mais qui abusent dans l'utilisation de l'argument écologique. Alors ça, c'est sur le volet vraiment message. Et puis le travail sur ce guide de la communication responsable nous a permis de prendre plus de hauteur aussi. Comme le disait Thierry en introduction, les messages, c'est une chose, mais toutes les actions de communication ont des impacts en elles-mêmes. Donc ça, il convient aussi de les réduire. Et le guide, on va vous expliquer un peu enfin, les pistes qu'on propose. Et puis, voilà, la communication responsable, c'est aussi tout l'imaginaire qu'on construit autour des produits et des services qu'on propose. Donc là, il y a aussi un gros chantier. Voilà, donc moi, je m'intéresse à tout ça. D'accord, bon, eh ben allons-y. Eh ben, on va pouvoir passer à la slide suivante. C'est nous. C'est parti. Oui, peut-être que pour qu'on aille un petit peu plus vite et laisser du temps éventuellement à des questions, peut-être juste un rapide retour sur pourquoi ce guide 12 ans après. Thierry nous l'a bien expliqué, le contexte a fortement changé. On est face à l'urgence climatique. L'enjeu environnemental est une préoccupation de nos concitoyens et ce n'est pas le confinement qui a remis cela en cause. On est dans un contexte aussi où les dépenses en termes de communication sont aujourd'hui très élevées. Elles n'ont fait que croître. Alors, il y a l'année 2020 qui est un peu particulière. Néanmoins, aujourd'hui, en dépenses publicitaires totales en 2019, on a une somme qui serait aux alentours de 34 milliards d'euros par an, soit une progression de 2% par rapport à 2015. Et dans cette part, la part qui est portée par la publicité digitale a augmenté de 7 points entre 2015 et 2019. Ce sont des chiffres et des données qui sont très conséquentes. Certes, en 2020, on a vu la chute de ces dépenses publicitaires, mais visiblement, à ma connaissance en tout cas, en matière de digital, les choses semblent pouvoir faire en sorte que ça se stabilise, voire que ça augmente. On a par ailleurs une communication qui doit évoluer. Je pense que là aussi, Thierry le disait tout à l'heure, il y a besoin d'une adaptation de la fonction communication aux enjeux de la transition écologique parce que de toute façon, on s'inscrit dans un changement systémique et donc à ce titre-là, si le système bouge, la fonction va devoir bouger. Et donc, quand on repense fonction de l'entreprise, quand on repense fonction de l'organisation, forcément, on repense fonction de la communication. Et c'est vrai que la communication responsable, c'est une communication qui va répondre aux attentes de nos citoyens, et qui sera sincère, qui sera utile, mais qui sera aussi courageuse en ce sens où elle va à la fois pouvoir porter sur des points positifs, voilà, il y a des choses qui sont bien, et puis sur les limites de nos actions pour montrer qu'on est dans ce système d'amélioration continue. Quatrième point, je pense que c'est important parce qu'on a refait ce guide parce qu'il fallait faire connaître au plus grand nombre les bonnes pratiques, les innovations qui se développent. Et là aussi, avec Mathieu, avec Thierry, on a souhaité faire partager le maximum de ces nouveaux outils, de ces nouveaux référentiels et de ces expériences. Et ça, c'est pour nous un vrai souhait. On n'est pas là pour dire que la communication fait mal, mais de voir comment la communication bouge. Et puis, il s'agissait enfin pour nous de lutter contre certaines idées reçues, et en particulier celles qui sont relatives aux outils de communication digitale. Mais là-dessus, Mathieu y reviendra plus spécifiquement, mais je pense que c'était important pour nous d'évoluer. Sur le slide suivant, je voulais aussi rappeler que pourquoi les communicants, pourquoi c'est important qu'ils évoluent, c'est parce que justement, ils sont en prise directe avec les évolutions de la société. Or, ils doivent maîtriser ces évolutions pour pouvoir mieux les appréhender et donc pour pouvoir mieux les relayer, les relater. Et pour nous, du coup, ce n'est qu'à cette condition qu'ils pourront devenir véritablement
des acteurs de cette nécessaire transition vers un mode de vie plus durable. Pour ça, ils ont deux façons d'agir. D'une part, en travaillant sur la réduction même des impacts environnementaux et sociaux, mais c'est vrai que je connais mieux la partie environnementale, des outils et des actions de communication. Ça va aussi bien de tout ce qui est, par exemple, production d'une publicité, production d'un film, mais aussi recours à des influenceurs. Mais ils doivent aussi pouvoir réfléchir à la façon dont ils peuvent exploiter la puissance des outils de communication pour accompagner la transition écologique. Thierry disait tout à l'heure, les représentations sociales jouent un rôle dans la façon dont vous allez, par exemple, illustrer ou dont vous allez, par exemple, scénariser une vidéo. On fait passer des idées extrêmement fortes, on fait passer un certain nombre de représentations sociales et à ce titre-là, on peut être soit dans un modèle qui accompagne la transition écologique, soit rester dans un modèle qui est plus celui, entre guillemets, du monde d'après. Sur le slide suivant, peut-être que, juste en rappel, ce guide, il s'adresse d'abord à tous les professionnels de la communication et du marketing qui travaillent dans le secteur privé, dans le secteur public, dans le secteur non marchand. Mais au-delà des acteurs même qui sont des professionnels de la communication, pour nous, il s'adresse aussi aux professionnels de la RSE et bien sûr aux étudiants et aux enseignants. Pourquoi j'ai signalé qu'il s'adressait aux acteurs de la RSE? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, on ne peut pas continuer à travailler en silo avec d'une part la communication, d'autre part le marketing, d'autre part la RSE. L'ensemble doit travailler de concert pour réussir à produire cette fameuse communication plus responsable. Et donc, l'objectif de ce guide va être véritablement d'accompagner pas à pas tous les acteurs sur l'adaptation de la fonction communication aux enjeux de la transition écologique, selon que l'on soit débutant ou selon que l'on soit un professionnel de la RSE confirmé, mais qui en matière de communication n'a pas encore fait ses premières armes. Ce guide, dans le slide d'après, on vous a montré que ce guide il est structuré en deux parties. D'abord, peut-être pour rappel, pour faire ce guide, on a collaboré avec plus de 50 experts. C'est-à-dire qu'on est allé les interroger, on les a fait relire aussi, participer au travail d'élaboration de ce guide. Pour nous, c'est important parce que c'est un guide qui doit être utile à toute la profession. C'est 2 ans de travail, c'est un ouvrage très ambitieux parce que c'est un vrai guide méthodologique, ce n'est pas simplement un livre comme ça. Bon, vous pouvez toujours le prendre en livre de chevet, mais j'ai des doutes sur le fait que vous ne préfériez pas un autre livre, mais ce n'est pas grave. En tout état de cause, c'est un guide méthodologique qui va proposer de faire une réflexion systématique sur le fond, les messages, leurs impacts, et sur la forme, les outils, les conseils, les astuces, parce que les deux vont de pair. On a dans ce guide à la fois une première partie qu'on va trouver structurée autour de grands enjeux, elle vous apporte cette fameuse grille de lecture, et puis deuxièmement, une deuxième partie qui se veut être davantage un ensemble de boîtes à outils, de conseils pour pouvoir nous aider à concevoir autrement les actions. Parce que la communication responsable, pour nous, ça ne doit pas être de l'injonction uniquement, c'est comment on se prend par la main, comment est-ce que l'on apprend collectivement, en marchant ensemble, et peut-être sans doute comment on partage mieux des retours d'expérience. Ça aussi, ça nous fait tous progresser collectivement. Il n'y a pas une vérité unique. Et dans le guide, on ne va pas dire, voilà, pour faire de la communication responsable, voilà le seul chemin qui est à suivre. Non, grâce au livre, vous allez pouvoir construire petit à petit votre propre chemin pour vous mener vers la communication responsable, celle qui correspond aux attentes de votre organisation ou de votre client. Dans le slide d'après, peut-être juste pour être un petit peu plus précise, au niveau de cette première partie, donc il y a 5 thématiques qui présentent la problématique des grands enjeux auxquels les communicants vont devoir faire face. Ça va les accompagner pour leur permettre de prendre du recul. À chaque fois, on trouve la même structure dans ces 5 grands paragraphes que sont la remise en cause du modèle linéaire et donc l'émergence du modèle circulaire, un marketing plus responsable,
la révolution numérique qui va changer complètement nos pratiques. Et enfin, oui, c'est vrai, La la recomposition du recomposition du paysage. paysage de la com. J'étais en train de le corriger moi-même de tête et je vois que Mathieu vous l'écrit. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout état de cause, c'est important pour nous de vous proposer analyse, chiffres clés, avis d'experts, de façon à vous permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender ces problématiques. Sur la deuxième partie, dans le slide d'après, là aussi, on aborde les différents aspects de la communication auxquels chacun d'entre nous, en tant que professionnel de la communication et du marketing, on est confronté. Ça peut être un projet éditorial, ça peut être un projet audiovisuel, un événement, de la communication de crise, il ne faut pas l'oublier. Et ça, Thierry, c'est lui qui porte véritablement tout ça depuis longtemps. On a là aussi le souhait de regarder les aspects de publicité en évitant le greenwashing. Et puis enfin, une partie sur le numérique sur laquelle Mathieu va être plus disert. Au-delà des concepts, dont chacun a entendu parler, c'est en gros, d'accord, mais j'ai compris, mais je fais comment? Et donc, ça vise à vous aider, à vous accompagner par des conseils pratiques et des exemples concrets pour aborder ces questions-là. Slide après. Eh bien, c'est à toi, Mathieu. Merci Valérie. Donc, l'idée de cette partie-là, c'est à la fois de vous présenter ce que vous allez pouvoir trouver comme contenu dans le guide, et puis en même temps de vous donner des infos, puisque à être ensemble, autant commencer à travailler le sujet. Et ce thème du numérique, c'est une vraie nouveauté pour ce guide, parce que dans la première version en 2007, on en parlait beaucoup moins. Donc, alors que là, on voit bien que quand on prend simplement les investissements publicitaires, il y en a plus de 40% aujourd'hui qui se font sur le numérique. Donc, c'était une thématique incontournable et on voit bien en tant que citoyen tous les supports se multiplier dans notre quotidien et notre usage aussi augmenter. Donc, l'idée de cette partie-là, ça commence, la slide suivante, s'il te plaît, Céline. L'idée, c'était vraiment de commencer par déconstruire un certain nombre d'idées reçues au sujet du numérique, ensuite de proposer des réflexes métiers, et puis une troisième partie qui est davantage sur des gestes éco-responsables au bureau, parce que en tant que salarié ou freelance, etc., on utilise ces outils-là au quotidien, et que dans notre pratique au quotidien, on peut réduire notre impact. La slide suivante. Donc, les idées reçues. Voilà, rapidement, quand on entend dire que le numérique a moins d'impact environnemental que le papier, ce n'est pas toujours le cas. Tout dépend de la nature de votre action de communication, tout dépend de l'usage que vont faire vos publics cibles de votre communication, tout dépend de la nature des informations que vous allez communiquer, si elles sont pérennes ou si au contraire il faut les actualiser régulièrement. Donc à chaque fois, il faut simplement se poser la question de, comme toujours, quels sont mes publics cibles, quels sont mes messages et quels sont les meilleurs moyens pour les faire passer, on va dire. Souvent, on se dit, tiens, quand je dématérialise, je réduis la consommation de papier. Là encore, ce n'est pas systématique parce que, par exemple, vous envoyez une information par une newsletter, mais vous avez plein de gens derrière qui vont imprimer ça chez eux. Et donc, parfois, il est préférable d'imprimer avec un imprimeur certifié et pour lequel vous allez contrôler la nature du papier, la qualité du papier, ses ressources, l'environnement dans lequel va être imprimé le document, plutôt que de démultiplier les impressions à domicile avec du papier qui n'est absolument pas contrôlé et dans des conditions différentes. Pareil avec le commerce électronique. On entend souvent dire que ça permet d'économiser l'énergie et de réduire l'empreinte carbone. Ça dépend. Ça dépend par exemple des modalités de livraison. Si vous faites une livraison à domicile en 2 heures, l'impact sera, il y a des transferts de pollution. Il vaut mieux privilégier une livraison à plus long terme dans un point relais, par exemple. Et puis, on entend souvent dire que les data centers sont la principale source d'impact du digital. Non, ce n'est pas vrai, ce sont les terminaux des utilisateurs. Donc, dans le guide, vous retrouverez un certain nombre d'idées reçues avec des éléments, bien sûr, chiffrés et des références qui vous permettent d'argumenter, de prendre du recul et de changer vos pratiques. Merci, Céline.
Les réflexes métiers. Là encore, je vais aller assez vite. Sur la conception, par exemple, ça paraît bête, mais de se focaliser sur les besoins réels de l'utilisateur. Voilà, d'éviter les fonctionnalités inutiles, ce qui arrive encore, on en rencontre souvent des sites comme ça, où on met du temps à aller à l'essentiel. Par exemple, sur un site web, ça va être de limiter au maximum le poids du site, de limiter les recours à différents plugins qui peuvent être gourmands en ressources et en mémoire, de prévoir des contenus qui sont agréables à lire à l'écran pour éviter que les personnes l'impriment. Et puis, pour ceux qui veulent imprimer, leur proposer une version imprimable qui est allégée en images et dont la mise en page est optimisée. Sur une campagne d'emailing, par exemple, la communication responsable, enfin une action de communication responsable, c'est aussi de s'assurer que le caractère commercial de votre emailing est clairement, apparaisse clairement et de faciliter la désinscription. Et on rencontre encore, j'imagine que vous êtes spammé comme tout le monde, parfois quand on essaie de se désabonner, on a la mauvaise surprise de voir que ça ne fonctionne pas. Donc ça aussi, c'est communiquer responsable que de faire en sorte d'envoyer des emails qui sont propres, on va dire. Et c'est être en accord avec le RGPD aussi. Mais bon. Oui, oui, tout à fait. Voilà, puis vous avez pour la diffusion, choisir un hébergeur qui optimise l'efficacité énergétique de ses serveurs, qui utilise une énergie verte. Là aussi, on vous propose des pistes. Une question, quand tu dis on vous propose des pistes, vous allez jusqu'à donner des noms, par exemple, des noms d'hébergeurs, ou là, c'est à nous d'aller fouiller? Alors, sur l'hébergement, je suis en train de vérifier, j'ai le guide sous les yeux. Je ne crois pas. Alors, on parle du label numérique responsable. Ouais, vous amenez Qui peut plutôt être, vers voilà. des ressources tierces Oui, qui soit des vont nous ressources, permettre d'être soit des labels qui sont officiels avec un cahier des charges qui est normé. Et voilà. Donc, on essaie aussi de faire le tri dans les références. Ensuite, on vous renvoie. qu'on fasse un choix éclairé C'est quand on ça. cherche. Et puis, quand on n'a pas de réponse sur tel label, on vous renvoie vers des réseaux d'acteurs qui peuvent, eux, proposer des pistes Valérie, pour tu voulais les compléter? Oui, peut-être compléter 2 minutes, Mathieu. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une feuille de route interministérielle sur le numérique responsable. Donc, il y a des choses qu'on apprend au fur et à mesure. L'intérêt de vous renvoyer vers des ressources, notamment qui peuvent être sur le site communication responsable ou autre, c'est que l'idée, c'est qu'on update les informations directement sur le site. Là, l'intérêt, c'est vraiment de donner des conseils, de donner de la matière prête à penser de façon à accompagner la démarche. Donc, ce qui est valable aujourd'hui en disant tel hébergeur ou tel autre est super, peut-être que dans un an, ça n'aura plus rien à voir. Donc, il faut qu'on soit aussi dans cette évolution-là. C'est ce que dit Mathieu. Il faut avoir compris la démarche. C'est ça qui compte. Enfin, à mon avis, c'est plus ça qui compte pour justement permettre à chacun d'entre nous, en tant que communicant, d'évoluer. D'accord, merci. Oui, sur la diapo suivante, on vous donne un exemple très concret. Alors, c'est sur un service qui est confirmer votre place dans un train. Vous souhaitez acheter un billet de train, vous faites l'achat en ligne, et la manière dont on va vous confirmer que vous avez bien réservé une place. Il y a 3 moyens de le faire en gros aujourd'hui, soit vous envoyez un email, soit vous affichez l'information sur l'application, soit vous envoyez un SMS. Il y a un facteur 100 d'impact entre l'envoi d'un email et l'envoi d'un SMS. Voilà, à chaque fois, on réduit de 10. Donc, c'est tout ça pour dire que les choix d'architecture sont vraiment importants en ce qui concerne le numérique. Donc là, sur ce thème du numérique, on s'éloigne un peu de la communication à proprement parler et on traite aussi, et en tout cas, on donne des ressources pour tout ce qui est conception de services, d'applications, de services sur le web. La slide suivante, donc c'est les éco-gestes éco-responsables, enfin les gestes éco-responsables au bureau. Voilà quelques idées. C'est limiter le taux d'équipement. Donc, moi, je suis assez effaré de voir que dans mon équipe à l'université, chaque fois qu'on peut acheter un écran, en fait, on garde l'ancien. Et du coup, j'ai des personnes qui ont 2, 3 écrans autour d'elles.
Bon, voilà, l'idée, c'est éventuellement quand il y a besoin de le changer, on le change et puis on essaie de recycler le suivant, mais pas de les multiplier. Allonger la durée de vie, ça Thierry en a parlé en introduction. Envoyer moins d'emails, ça c'est aussi un fait. Et sachez que leur impact des emails a surtout lieu lors de l'écriture et de la lecture des emails, mais pas forcément lors de l'envoi et du transfert. Par contre, c'est toujours utile de compresser les pièces jointes. Un autre éco-geste au bureau, c'est d'imprimer le document court uniquement lorsque c'est indispensable. Et quand vous devez imprimer, c'est du noir et blanc, c'est du recto verso, c'est du 2 pages par page, etc. Et la base, mais c'est toujours bien de le répéter, d'éteindre les écrans et les appareils en quittant le bureau, ainsi que la lumière. Donc vous verrez dans la slide suivante et vous verrez dans le guide qu'on aborde aussi les questions d'accessibilité, d'éthique, de respect de la vie privée. Donc c'est là qu'on va retrouver bien sûr le RGPD. On va retrouver toutes les règles pour rendre les contenus web plus accessibles aux personnes qui sont par exemple malvoyantes ou qui ont des problèmes 10. Ça va être l'éthique. L'éthique by design, l'éthique des usages, l'éthique sociétale. Donc là, vous avez tout un tas de ressources qui sont accessibles et que l'on cite dans le guide. Et puis, enfin, en fait, il y a des acteurs qui sont très impliqués sur le numérique responsable, la conception numérique responsable, et vous avez des outils qui vous permettent de repérer. En fait, c'est un guide qui vous permet de repérer les outils les plus appropriés selon votre démarche. Donc, on va vous proposer notamment de vous focaliser sur les besoins des utilisateurs, d'éviter la surqualité et les fonctionnalités inutiles, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis de suivre une approche de conception, les mobiles en priorité, parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sur mobile et de moins en moins sur ordinateur fixe, on va dire, donc sur terminaux fixes, donc c'est important de concevoir avec une approche mobile. Et puis dans le guide, vous trouverez très régulièrement des avis d'experts plus ou moins approfondis. Et donc par exemple, sur ce thème du numérique responsable, c'est sur la diapo suivante, Céline, s'il te plaît, nous avons interviewé Frédéric Bordage, donc, qui est un expert indépendant reconnu, qui anime la communauté Green IT en France et le collectif Conception du numérique responsable. Et donc par exemple, il définit le numérique responsable par l'ensemble des technologies de l'information et de la communication dont l'empreinte économique, écologique, sociale et sociétale a été volontairement réduite et ou qui aide l'humanité à atteindre les objectifs de développement durable. Et il nous rappelle que la conception, c'est 70% des leviers de réduction des impacts. Donc l'action, elle se fait vraiment en amont de tout projet numérique. L'hébergement, c'est que 20% des leviers et la réalisation, c'est 10%. Voilà, donc c'est à travers aussi ce type de témoignages que vous pouvez mieux comprendre quels sont les leviers dont vous disposez au quotidien pour changer vos pratiques. Merci Mathieu. Peut-être pour conclure rapidement, d'abord peut-être pour compléter et puis pour donner une petite information un peu nouvelle, hein, puisque à partir de demain matin, on va publier les résultats d'une étude qu'on a menée notamment sur les panneaux, les écrans publicitaires numériques. Pour vous dire à quel point ces questions du numérique, c'est quand même important. En gros, un écran publicitaire LCD de 2 mètres carrés, ça consomme presque la consommation électrique moyenne d'un ménage français hors chauffage. Et pour fabriquer ce fameux panneau, ce sont en gros, donc qui pèse à peu près 200 kg, on a à peu près besoin de mobiliser 8 tonnes de matériaux, presque le poids d'un éléphant. Vous voyez qu'on n'est pas sur des choses qui sont complètement anodines. L'empreinte l'empreinte du numérique, elle est loin d'être virtuelle. Et donc, à ce titre-là, on est concerné par les choix que nous pouvons faire à un titre ou à un autre en matière de communication, en matière de canaux et de messages que l'on va pouvoir promouvoir. Mais ce qu'il y a d'important, au-delà de ça, c'est non seulement de connaître, j'allais dire, les enjeux, de comprendre les problématiques dans lesquelles nous sommes, parce que Mathieu, il nous a présenté quelque chose sur le numérique qui semble évident, mais dans les faits, ce n'est pas si évident que ça. Et quand on est dans le rush, eh bien, il y a parfois des petites questions qui passent à l'as, ce qui est quand même regrettable. Et donc, par rapport à tous ces points-là, on vous invite à être dans une démarche d'amélioration continue,
à toujours maintenir cette information, que ce soit quand on est jeune étudiant, jeune professionnel, mais aussi vieux professionnel, parce que on se dit, bah, ça je connais déjà. Dans nos domaines de la communication responsable, les choses bougent aussi très vite et les éléments qu'on peut apporter vont avoir un impact sur les choix qu'on va faire. Dans le slide d'après, c'est vrai aussi que ça nous amène à la question de savoir si je peux communiquer sur ma démarche de communication responsable. C'est normal, on a fait des choses et on est content de le faire. Bah, le tout, c'est de rester, disons, humble. Bien évidemment, c'est légitime, c'est fondamental de communiquer sur sa démarche de communication responsable, mais des fois encore, on voit trop de gens qui communiquent avant d'avoir agi, qui communiquent sur des actes non significatifs. Or, pour nous, ça, c'est un peu rédhibitoire parce que du coup, ça peut nuire à une action qui, par ailleurs, est extrêmement intéressante. Et puis, il ne faut pas transiger sur la véracité. Pour nous, c'est important que les messages ils soient clairs, ils soient proportionnés. Et là-dessus, je pense que ça participe à tous ces travaux ou à cette reconstruction d'une confiance qui est très mise à mal aujourd'hui vis-à-vis des acteurs économiques, mais rassurez-vous, hein, vis-à-vis de l'État aussi. On a aujourd'hui un manque de confiance. Si on aborde la communication autrement, d'une façon plus responsable, eh bien, on va pouvoir retisser aussi ces liens. Et ça, je pense que ça permet aussi à chacun de faire passer ses messages et de le faire avec une plus grande sérénité. Enfin, pour le dernier slide, il me reste qu'un mot à vous dire. N'hésitez pas à acquérir le guide de la communication responsable. Ça fait très opération de promotion et VRP, mais je pense que beaucoup de choses à découvrir. On a passé un bon moment avec Thierry, avec Mathieu à pouvoir écrire. On s'est beaucoup challengé. Et alors Mathieu sourit parce qu'on a mis 2 ans et autant vous dire que c'est le temps de l'accouchement d'un éléphant, la gestation d'un éléphant, beaucoup de références à l'éléphant aujourd'hui. Mais je crois qu'on y a mis beaucoup d'éléments qui pourront vous aider à appréhender la problématique dans sa globalité. Et comme l'a montré Mathieu, il y a la partie numérique. Thierry a parlé beaucoup de la partie publicité aussi. Il y a la partie audiovisuelle, la partie événementielle. Et pour nous, c'est important qu'on ait cette vision 360. Et c'est ce qu'on espère que vous aurez envie de découvrir dans le guide de la communication responsable. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci d'avoir tenu les temps avec brio. C'était pas facile. Si vous avez des questions, on aura un petit peu de temps, même si on arrive sur la fin, on prendra quand même 3-4 minutes pour prendre quelques questions. Mais là, je vois que nous n'en avons pas. Donc, on n'en a pas. Mais ce qu'on vous proposait, c'est de vous poser quelques questions parce qu'on a écouté attentivement et je pense que ça peut être aussi les questions d'autres personnes. On vient de terminer le slide sur le guide qui donne effectivement envie de le découvrir. Donc, il y a ce guide qui existe, il y a des sites pour se renseigner sur la communication responsable. Et moi, je voulais savoir si vous, en tant que team, en tant qu'équipe, Mathieu, Valérie, Thierry, est-ce que vous dispensez des formations, des webinars, où est-ce qu'on peut vous trouver ailleurs que dans ce guide? Merci. Mathieu, il faut enlever ton micro. Enfin, il faut mettre ton micro. Merci. Je vais répondre pour Thierry, comme ça évitera qu'il se fasse sa propre pub. Thierry intervient régulièrement dans des écoles et vous pouvez trouver sa dernière intervention. D'ailleurs, Céline, je crois, l'avait mis en lien avec l'invitation. Donc, vous avez 1 heure d'échange avec Thierry Libar sur les enjeux de communication et publicité responsable. C'est une magnifique base. Ça pose les choses en 1 heure. Voilà. Ensuite, Valérie et moi, on intervient également. Voilà,
les étudiants qui nous écoutent, si vous avez envie de nous faire intervenir, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la généralisation des webconférences, on peut très facilement organiser une conférence d'une heure ou deux. On peut faire des ateliers à distance en prenant, par exemple, sur les messages des exemples de publicité et qu'on décortique ensemble des publicités qui respectent les règles, par exemple, ou pas, celles qui font débat. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez que l'on intervienne. Et je vais en profiter pour faire ma propre pub aussi, tant qu'à faire. Moi, j'interviens également dans des écoles et auprès de professionnels. Alors, il y avait une autre question qui se posait par rapport au fait que vous, Mathieu, alors oui, vous pouvez intervenir, mais surtout, vous nous disiez en introduction que vous portiez plainte par rapport à des annonceurs qui abusent selon vous. Est-ce que vous avez un exemple récent à nous donner ? Alors, un exemple récent qui va être jugé vendredi, c'est une publicité du groupe Total qui a publié ça sur son profil LinkedIn, sur son compte LinkedIn, sur son compte Twitter, et qui dit oser la compensation carbone. Et en fait, on ne comprend pas en tant que lecteur pourquoi Total se mêle de compensation carbone. Est-ce que c'est la publicité de leur propre programme de compensation carbone ou pas? Et en fait, on arrive sur un article qui nous explique qu'il est possible de compenser ses émissions dans sa vie de tous les jours, lors de ses déplacements, etc. Et qui nous dit que c'est plutôt une bonne chose. Donc, mon argumentaire est de dire que, la publicité, le message n'est pas clair, et que deuxièmement, selon moi et selon la lecture des enjeux liés au changement climatique, toute communication sur la thématique de la compensation devrait s'accompagner d'abord sur un argumentaire pourquoi il faut éviter les émissions, les réduire et éventuellement après les compenser. Voilà, donc mon point de vue est de dire que cet argumentaire-là fausse le débat et du coup ne respecte pas les règles. Donc on verra ce qu'il en est. Et ton argumentaire est disponible sur ton blog, sur CIRCOM. Nous avons mis le lien sur le chat. Et puis un autre exemple, d'ailleurs c'était quelqu'un de l'entourage de Céline qui avait repéré une publicité d'Orano pour affirmant que l'énergie nucléaire, non, mais c'est l'ancienne présidente de la PACOM. que le nucléaire n'émet pas d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, moi, j'ai déposé plainte en disant, si, c'est peu, mais ce n'est pas du tout. Et le jury m'a donné raison. Peut-être, Mathieu, tu peux expliquer aussi le fait que dans le cadre du jury de déontologie publicitaire, n'importe quel citoyen peut porter plainte. Ça, c'est important sans doute de rappeler. Et que l'argumentaire se fait à l'aune de l'analyse de la recommandation de développement durable, donc en l'occurrence celle qui vient d'être publiée depuis le 3 août 2020, et que c'est important de pouvoir porter ces arguments sur la base de cette recommandation. Peut-être que tu peux donner quelques conseils. Oui, c'est ça, c'est ces règles. Donc, vous avez 9 points. Donc, les règles déontologiques en matière de développement durable sont synthétisées dans une recommandation qui s'appelle la recommandation de développement durable, qui a été actualisée régulièrement. Et Valérie l'a dit, une nouvelle version vient juste d'entrer en vigueur. Et donc, pour critiquer une publicité, vous devez vous référer à ces règles-là. Donc, c'est par exemple ce qu'on a vu beaucoup dans le rapport publicité-environnement. D'ailleurs, on fait ce rapport en s'appuyant sur cette recommandation-là. C'est souvent l'utilisation du vocabulaire. Quand une marque va vous dire que son produit est écologique, si elle ne respecte pas les règles, elle devrait dire qu'il est plus écologique ou qu'il est moins impactant. Mais on ne peut pas dire qu'un produit est écologique dans sa globalité. Ça peut être aussi l'utilisation de visuels. Ou de logos, un logo autodécerné, ou l'utilisation d'éléments naturels, d'oiseaux, de sons parfois, si on entend des petits oiseaux, etc., qui nous laissent penser que le produit n'a pas d'impact. Voilà, vous avez ces éléments-là. Et puis, un des critères qui est remonté en première position dans la nouvelle recommandation de développement durable, c'est l'impact éco-citoyen. C'est est-ce que votre message invite à un comportement éco-responsable ou au contraire, est-ce qu'il va dénigrer, par exemple, les transports en commun, ou est-ce qu'il va vous inciter à avoir un comportement qui n'est pas responsable, par exemple en prenant votre véhicule et en allant rouler de manière inconsidérée ou sur des voies qui ne sont pas ouvertes à la circulation.
Donc là, la question, c'est surtout, la nouveauté, c'est l'économie circulaire et la surconsommation. Est-ce qu'une publicité vous invite à surconsommer? Voilà, donc on verra si on a des cas qui se présentent et comment la règle est interprétée par le jury de déontologie Et publicitaire. à quoi ça sert de déposer plainte? À quoi ça sert? Mais ça sert déjà à démontrer qu'il y a encore des problèmes de greenwashing en France. Parce que si personne dépose plainte, les chiffres, à part le rapport, à part le bilan publicité environnement de l'ADEME, sinon il n'y a pas d'autres actions. Donc ça permet de démontrer qu'il y a des publicités qui passent entre les mailles de l'autorégulation. Donc ça permet de démontrer que l'autorégulation peut encore être perfectionnée. Ensuite, ça permet de dire aux marques, non, vous ne pouvez pas faire dire ce que vous voulez. L'impact, il est assez faible parce que c'est simplement la publication d'un avis sur le site du JDP. Uniquement les habitués, ils vont régulièrement et suivent ça. Mais quand on voit le temps et les moyens que déploient les marques pour essayer de contrer notre argumentaire, c'est que ça les embête quand même d'être condamnés par le JDP. Donc c'est le seul outil qu'on a aujourd'hui, le JDP, pour contrer les marques, à part bien sûr d'aller dans les tribunaux, mais ça c'est encore une autre démarche. Peut-être pour te compléter, Mathieu, il faut voir que pendant longtemps, on a eu surtout des plaintes au JDP pour tout ce qui était lié à des publicités sur le sexisme. On avait la dimension environnementale n'était que très peu prégnante parce que ce n'était pas un sujet qui était véritablement abordé dans le cadre des publicités, alors que la représentation de la femme était un sujet véritablement qui émergeait fortement avec des publicités particulièrement scandaleuses. Ce qu'on voit et ce qu'on peut constater, c'est que cette recrudescence des plaintes, elle est corrélée aussi avec une prise en compte renforcée de la thématique environnementale dans les publicités. Même si dans le bilan aujourd'hui on ne note pas d'augmentation, il n'empêche que indirectement cette question de l'environnement ou de la transition écologique commence à émerger d'une façon ou d'une autre et il apporte que nous soyons particulièrement vigilants. Et c'est un travail de fond qu'on a intérêt à mener globalement ensemble. Ce n'est pas tant pour punir ou autre que pour dire, voilà, il y a une vigilance de la société civile aussi, et là-dessus, il importe d'avoir des informations justes. Encore une fois, c'est plus bénéfique, et pour la réputation notamment de l'organisation, c'est plus bénéfique d'être dans une information juste que de raconter n'importe quoi, pour les questions de confiance qu'on évoquait tout à l'heure. Merci. Alors, Thierry, challenge, j'ai 2 questions pour toi. Si tu peux essayer d'y répondre en 5 minutes, grand max. D'abord, est-ce que selon toi, les professionnels de la communication sont prêts, est-ce qu'ils ont saisi ces enjeux de transition et est-ce qu'ils sont prêts à prendre des engagements? Et deuxième question, comment, selon toi, accompagner, alors là elle est plus vaste, comment accompagner et impulser les changements de comportement nécessaires? Comment en fait on peut faire évoluer les perceptions et les imaginaires dans cette communication donc, qu'on doit prendre en fait, on doit prendre ce pli. Comment on fait? D'accord, 2 minutes 30 par réponse. Premièrement, est-ce qu'ils sont prêts? Oui, mais pas tous. C'est-à-dire, ma typologie, c'est trois types d'acteurs. Il y a les acteurs de niche, par exemple les agences spécialisées pour qui les problématiques de RSE, c'est un peu une niche, comme CDS, l'Agence Verte, The Good Company, etc. Clairement, elles ont un intérêt. Il y a des grandes agences que BETC, Havas, Publicis, qui me semblent avoir bien compris, alors peut-être pas forcément par prise de conscience intellectuelle, etc., peut-être par intérêt économique bien compris, que c'est leur intérêt économique d'aller un peu dans cette direction-là, mais le problème n'est pas là.
Et puis, entre les deux, il y a quand même une grosse partie des agences qui restent un peu sur la défensive et avec des messages défensifs qui sont, dans tous les cas, le consommateur, il est assez intelligent pour décrypter ce qu'on peut lui dire. La publicité n'est qu'un outil au service de la vente. Ne nous accablez pas de tous les maux du monde. N'oubliez pas les pouvoirs publics, n'oubliez pas la famille, n'oubliez pas, etc., qui ont cette mission d'éduquer. Il y a comme argument le fait que il ne faut pas mettre des limites trop strictes parce que, alors ça c'est un argument un peu spécial, mais qui peut décider qu'on est non pas dans la consommation, mais dans l'hyperconsommation. Et puis l'argument qui est de dire la publicité en fait n'est qu'un reflet et elle va évoluer avec son époque et peut-être même la publicité a un rôle avant-gardiste avec les choses. Donc on voit qu'il y a quand même des arguments qui bloquent un peu le débat. C'est en train d'évoluer un peu. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont prêts à prendre des positions. Par exemple, ce qu'on a dit au début sur un engagement sur une neutralité carbone. Ça, les acteurs sont prêts, les outils sont en place. C'est partie des choses sur lesquelles on peut aller relativement facilement si on ne complique pas trop les choses et qu'on est sur des domaines un peu simples avec un reporting pas trop contraignant. Donc oui, on peut y aller. Deuxièmement, sur les méthodes, en fait, moi, il y a un truc qui m'a vraiment énormément surpris quand j'ai fait le rapport, parce que j'ai rencontré plus d'une centaine d'interlocuteurs, c'est qu'en fait, assez bizarrement, pour un métier de communication, sur un sujet comme celui-là, les gens ne se parlent pas. C'est étonnant, hein. C'est-à-dire qu'entre les critiques publicitaires et puis les professionnels, il y a très peu de débats. Et meilleur exemple, c'est la semaine dernière, la première table ronde de la Convention citoyenne, les ONG boycottent. Alors, je ne me prononce pas sur le bien fondé ou pas, mais voilà, il y a très peu de discussions. Et même dans les plus radicaux des anti-publicitaires, comme l'association Résistance à l'agression publicitaire, c'est des gens qui sont formidablement intelligents. Alors, on est d'accord ou pas d'accord, moi j'ai beaucoup de désaccords, mais en tout cas, leur dossier mérite d'être étudié parce que c'est toujours très, très documenté. Donc déjà, mettre les gens autour d'une table pour essayer de discuter ensemble, ça me semblerait une bonne chose. Comme élément fort, et ça, la Convention citoyenne, dans les choses qui m'ont fait plaisir, c'est qu'il y avait des académiques, il y a des gens qui sont dans la recherche qui commencent à intégrer ça, et les professionnels se disent peut-être qu'on a aussi intérêt à, si on veut aller sur des choses un peu rigoureuses, de voir ce qui se passe dans des laboratoires de recherche, parce qu'on a aussi beaucoup à apprendre. Et ce qu'a présenté même Mathieu tout à l'heure sur les impacts du numérique, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore. Donc le fait de s'ouvrir un peu, de ne pas aller sur des positions un peu extrémistes, de pratiquer un minimum de concertation, tout ça, ça me donne un peu d'espoir sur la suite des choses. Merci. Sophie et Nathalie, est-ce que vous auriez des questions ou est-ce que nous pouvons passer à la conclusion de la conclusion? Je pense qu'on peut passer à la conclusion de la conclusion, mais Céline, tu avais posé une question intéressante sur l'évolution des perceptions et des imaginaires auxquels il y a peut-être un élément de réponse à apporter. En plus. En plus. Dans la conclusion, peut-être. Ou Valérie ou Mathieu. Peut-être que sur l'évolution de la perception des imaginaires, c'est ce que disait tout à l'heure Thierry, hein, qu'il y avait des travaux qui étaient en cours aujourd'hui, notamment dans le cadre des travaux sur la publicité et des publicités qui étaient tournées par les fameuses grandes agences qu'il mentionnait. Je pense que plus globalement, aujourd'hui, il faut qu'on engage avec le monde artistique dans sa globalité. J'y inclus les créateurs, j'y inclus tous ceux les scénaristes, ceux qui font bien sûr aussi de la publicité, etc. Pardon, pour que là aussi, on leur apporte un certain nombre de clés pour leur permettre de partager des imaginaires qui soient pas ceux auxquels ils avaient l'habitude de faire référence jusqu'à présent. On travaille par exemple avec Spark News,
sur une initiative qui s'appelle la Fabrique des récits. On travaille aussi avec, dans le cadre du Festival Atmosphère qui se tient à Courbevoie, si tout va bien, du 8 au 10 octobre prochain, à des concours de synopsis. Il y a aussi des choses fantastiques qui sont organisées par Canal avec l'initiative On s'adapte. Bref, aujourd'hui, on a de plus en plus une forme de porosité et un certain accompagnement des milieux artistiques et culturels pour justement aider à changer les représentations du monde dans lequel on vit. Et donc, toute cette transition avec la culture, elle est importante, elle est majeure. Et un petit peu plus d'1 an après la disparition de Jacques Chirac, c'est vrai qu'il mettait en avant le pilier culturel comme l'un des piliers fondamentaux du développement durable. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Parfois, on l'a peut-être un peu trop oublié. Et pour nous, ça fait vraiment partie de la base même pour pouvoir justement accompagner le changement de paradigme vers lequel on va. Et donc, à ce titre-là, toutes les initiatives qui sont menées nous paraissent être importantes à être partagées. On voit aussi sur beaucoup de territoires des actions qui se font avec justement des artistes plasticiens ou autres, là aussi pour passer les messages autrement autour de l'imaginaire de ce, entre guillemets, monde d'après. Et c'est important qu'on puisse dépasser le côté enfermant de consommation égale bonheur et qu'on puisse justement se projeter dans autre chose. Et là, tous les acteurs du monde de la culture, et je pense que la communication, la publicité en font partie, ont un rôle déterminant à jouer. Magnifique, merci beaucoup pour cette ouverture. 19h45, il faut arrêter. Merci beaucoup à nos 3 intervenants, Mathieu, Valérie, Thierry. J'espère que ça vous a plu. On n'a pas eu beaucoup de questions. J'imagine que c'est parce que tout était très clair et limpide. Donc, pour vous procurer le guide, c'est sur le site de l'ADEME. Et puis, pour information, pour les adhérents à PACOM, les ateliers du web organisent un atelier c'est le 5 octobre sur le numérique éco-responsable. Donc, ça vous permettra d'approfondir justement le sujet de Mathieu pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet du numérique responsable. Je vous remercie tous. Alors, la fresque du climat. Oui, tout à fait, la fresque du climat est aussi intéressante pour déclencher des prises de conscience. Oui, carrément. Et merci à toi, Géraldine. On se quitte sur ces mots. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci encore. Hein. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Merci Céline. Merci beaucoup. À bientôt.